Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Eclipse, la face cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par Clac, agence d'Operating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financière, marketing ou commerciale. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute. Salut Alizé, on est super content de t'accueillir sur Eclipse. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter un peu ton parcours et ta boîte ? Salut à tous, ravi aussi d'être là. Du coup, moi, je m'appelle Alizé et j'ai monté il y a une petite dizaine d'années une orga qui s'appelle Make Sense. Je dis orga parce que c'est un mix entre asso et entreprise. Make Sense très rapidement parce que c'est assez multiforme. C'est une orga qui a pour vocation de redonner à tous ceux qui le souhaitent le pouvoir d'agir pour construire une société qui soit plus durable, plus inclusive, plus sympa à vivre. Et donc on a 3 grandes activités. On a une activité où on fait de l'engagement citoyen. Donc c'est vraiment orienté sur le grand public et on forme et on accompagne toutes les personnes qui ont envie d'être moteurs pour créer une société qui leur ressemble. Donc il y a beaucoup de contenus et de programmes d'accompagnement. On a une deuxième branche qui est une branche plutôt dédiée aux entrepreneurs et aux startups. Donc, on a différents programmes d'incubation et un fonds d'investissement donc pour financer des entrepreneurs qui ont un impact social et environnemental au cœur. Et on a une troisième branche qui est une branche plutôt entreprise et grandes organisations en général. Donc, on monte des programmes d'engagement et de mobilisation avec ces grosses boîtes pour les aider aussi à se transformer de l'intérieur. Donc voilà, et tout ça, c'est aujourd'hui 75 personnes en France et 130 personnes avec des bureaux à l'international. Et c'est à peu près 200 000 personnes qu'on a engagées dans nos programmes depuis 10 ans. Waouh, génial, très très beau parcours. C'est une super structure. Moi, tu le sais, je suis hyper déjà admirateur de tout ce que tu as monté, de la taille, de l'ampleur qu'a pris aujourd'hui Make Sense. On a eu très souvent l'occasion d'échanger là-dessus, mais effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait s'intéresser plus particulièrement à une problématique que tu as pu rencontrer ? Aujourd'hui, c'est, tu le disais, plus de 75 personnes rien qu'au niveau national. Donc, c'est une organisation qui déploie, qui gère beaucoup de personnes, et en interne et finalement en externe. Est-ce que tu as un sujet en particulier que tu as rencontré, qu'on pourrait aborder aujourd'hui ? Ouais, avec plaisir. Je pense que le sujet de l'organisation humaine d'une boîte, il est absolument clé. Et en plus, il est d'autant plus clé que moi, personnellement, c'est pas ce que j'avais anticipé en montant Make Sense. Moi, je suis plus, à la base, je suis plus leader sur les parties en fait stratégie, vision, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut changer dans le monde. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, oui, c'est hyper important de savoir où on va et ce qu'on veut faire. Mais qu'en fait, je pense qu'une des clé mais vraiment majeure de la réussite d'une orga et aussi un des plus grands kiffs en fait quand on fait ça, c'est quand même les gens avec qui on le fait. Et moi au quotidien on me dit souvent t'as trop de la chance, t'as du sens dans ce que tu fais. Oui, mais en fait au final on peut faire des choses qui ont du sens si les gens avec qui on travaille de 9h à 19h on n'a pas un alignement et une bonne façon de travailler, en fait ça ne marche pas non plus. Et du coup chez Make Sense on a eu depuis le démarrage à cœur de mettre en place aussi des modèles organisationnels qui permettent à toutes les personnes de s'épanouir et de pas avoir des modèles verticaux de décision. Donc il y a pas de CEO chez Make Sense. Et donc voilà, on a eu pas mal de challenges tout au long de notre structuration sur ces sujets humains de prise de décision et d'organisation du leadership. Tu peux revenir un peu justement sur l'historique parce que c'est intéressant. Une organisation, ça se construit, une gouvernance, ça se construit. J'imagine que en plus on n'applique pas les mêmes règles quand on est 2-3 au démarrage et quand on est 75. Est-ce que tu peux lister déjà un peu les problématiques finalement que vous avez rencontrées au fur et à mesure de la croissance et justement comment vous les avez traitées et c'est quoi les grandes décisions qui ont un peu jalonné ces changements organisationnels ? Ouais. Alors, nous, Make Sense, historiquement, c'est un petit peu spécifique parce qu'en fait, on est né avec plein de petites équipes. Donc, parce qu'en fait, on avait d'abord une communauté de citoyens et puis après, il y a
plusieurs petites activités qui sont venues en fait se greffer autour de ça. Donc on avait 5 équipes, mais qui ont chacun été montées par des cofondateurs entre guillemets, et qui en fait les premières années faisaient un peu on partageait une même marque, une même vision, mais en fait on faisait un peu chacun notre chemin. Donc il y avait l'incubateur, il y avait les programmes citoyens, il y avait les programmes entreprises, il y avait les programmes écoles. Donc voilà. Donc première étape, c'est plus en fait on construit des bases avec plein de petites équipes qui partagent un peu, mais qui chacune avance de leur façon. Et donc ça, ce que ça nous a permis de faire, c'est de faire plein d'activités en même temps, et du coup d'avoir une démarche et qu'on a toujours qui est hyper entrepreneuriale, puisque au début, quand tu rejoignais Make Sense, c'était toujours pour créer un truc et c'était pas pour rejoindre une structure hyper établie. Donc première étape qui est ça, mais en fait assez rapidement, tu t'aperçois que en fait, même si tu as un peu des gens un peu répartis, en fait l'importance d'être aligné sur une même vision, une même stratégie, c'est hyper important, et aussi une même stratégie et une même marque, ça compte beaucoup. Et donc on est passé dans une seconde phase où on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour garder une structure et des modes de travail qui soient hyper entrepreneuriaux, mais de créer quand même plus de cohérence entre tout ce qu'on fait, et que la cohérence, elle soit à la fois interne et à la fois externe. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, on va pas... Un moment, pendant quelques mois, on s'est dit, en fait, il faut un CEO à Make Sense qui décide de tout ça. Et en fait, ça n'a évidemment pas du tout marché, parce que notre culture et notre ADN n'étaient pas du tout un ADN vertical. Et donc, on s'est dit, non, en fait, il faut qu'on cherche plus loin. Et c'est là qu'on s'est intéressé à des modes d'organisation qu'on appelle OPAL. Donc, c'est quelque chose qui a été théorisé par Frédéric Laloux dans un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle Reinventing Organization, et qui montre qu'en fait, on a des organisations, soit aujourd'hui qui sont orange, donc qui sont très hiérarchiques, c'est toutes nos entreprises classiques avec un CEO, un codir, et puis tout ça redescend. Et que en contradiction avec ça, on a, et c'est notamment beaucoup dans le milieu associatif, des organisations qui sont un peu tout l'opposé, donc qui vont chercher le collectif avant tout, et qui vont chercher à toujours être dans le consensus, et il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que tout le monde prenne part aux décisions tout le temps. Et ça, c'est pas non plus efficient, et en fait, c'est même pas non plus souhaitable, parce qu'en fait, on finit toujours par avoir des décisions un peu molles, et puis ça prend énormément de temps. Et du coup, lui, il montre qu'il y a une étape encore d'après, et donc il appelle l'organisation OPAL, où en fait, tu es une organisation décentralisée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une centralisation du pouvoir, mais tu gardes quand même une individualisation de la prise de décision. Et donc nous, c'est ça qu'on construit depuis plusieurs années, c'est tout le monde aujourd'hui chez Make Sense peut prendre une décision, et donc il n'y a pas quelqu'un qui décide la décision, mais on a construit collectivement un cadre qui oriente les décisions. Et donc ce cadre-là, c'est une raison d'être qui est pourquoi est-ce que Make Sense existe. C'est un objectif stratégique à long terme, un objectif stratégique à court terme, donc souvent à 1 an, et des valeurs. Et donc ça, en fait, ça fait un cadre qui fait que normalement, tout le monde va dans la même direction et a des repères. Mais après, à l'intérieur de ça, pour lancer une nouvelle activité, pour faire un pivot sur un projet, pour, moi, je ne sais pas, recruter une personne, pour qu'une personne change de poste dans l'organisation, tout le monde est capable de prendre une décision en se référant à ça, et avec un process qui est assez organisé, qui est le process de la sollicitation d'avis. Donc, tu dois, pour prendre une décision, solliciter les avis des personnes impactées et des personnes expertes sur le sujet. Donc, voilà. Donc, en gros, on a défini notre cadre avec, c'était quoi notre cadre, c'était quoi les process de prise de décision. Et une fois que tu as dit ça, en fait, c'est que le début de l'aventure, parce qu'ensuite, c'est plusieurs années. Ça, c'était il y a 3 ans. C'est plusieurs années de formation et d'acculturation. Parce que dès que tu veux un petit peu changer la façon et pas être dans un truc hiérarchique où c'est juste simple, tu vas demander au boss, en fait, c'est beaucoup de transformation aussi de chacune des personnes, parce qu'on n'est pas habitué en vrai à travailler comme ça. Juste, on va revenir maintenant là sur le fonctionnement actuel. Comment vous passez de l'étape de... Alors, du coup, vous avez connu l'étape avec un CEO, ou finalement cette étape, elle a jamais vu vraiment lieu? On a tenté, mais ça n'a jamais eu vraiment lieu. D'accord. Et comment la prise de décision se fait? Parce que du coup, à un moment, vous êtes plusieurs parties prenantes. Est-ce qu'il y a eu vous êtes assis autour d'une table, vous étiez 5, 10, enfin, tu vois, comment la décision elle se fait, parce que c'est hyper fondateur de tout ce qui se passe après. Finalement, c'est sans doute cette prise de décision, elle est sans doute à l'image de finalement ce que vous mettez en place derrière. Mais au final, ouais, moi je suis hyper intéressé de comprendre comment vous en êtes venu. Ça a été plusieurs discussions, ça a été un nombre de personnes restreint. Enfin, tu vois, comment ce process de discussion il a avancé? Ouais. Alors c'est une super question, parce qu'en fait c'est toujours la question de
souvent, avant dans Make Sense, on commençait toutes nos réunions par même pas discuter de la décision, mais comment on va prendre la décision et pourquoi un tel est légitime pour prendre le truc et tout. Donc, en fait, c'est un peu frustrant. Et donc, juste pour revenir, avant, il n'y avait pas de CEO, mais en fait, les décisions étaient prises en fait par les leaders historiques, mais c'était un peu un leadership qui n'était pas en fait forcément assumé et qui est un peu invisible. Et en fait, t'en arrives à prendre des décisions parfois même sans t'en apercevoir, juste parce que t'as l'information, parce que les gens viennent te voir, parce que comme tu captes des informations un peu partout, bah tu prends la décision, mais c'est pas instauré et c'est pour ça qu'on a voulu changer. Et donc en fait, tu peux fonctionner avec un outil qu'on appelle le mandat. Donc en fait, c'est-à-dire que il y a, donc on s'est dit à un moment, bon, il faut travailler sur notre mode organisationnel, donc on en a fait une priorité. Et il y a un groupe, alors je pense que c'est un groupe de volontaires, si je me rappelle bien, qui s'est constitué et qui a écrit un mandat en disant, bah nous, ces 6 personnes-là, on demande au reste de l'organisation le mandat avec tels objectifs et tels livrables à la fin. Donc ils ont défini leur périmètre qui était de penser le nouveau mode de prise de décision et de gouvernance. Les personnes dedans et le mode opératoire. Et ensuite, il y a eu un vote dans l'organisation. Donc là, on a décidé de le faire en disant qu'il fallait que 2 tiers des personnes de l'organisation valident le mandat. Tu peux avoir d'autres façons de décider ça, de faire des gestions par consentement. Voilà. Bon, on a décidé ça comme ça. J'avoue qui a décidé, je ne sais plus, mais voilà. Et donc après, ce groupe-là a eu le mandat et a remis du coup sa décision. Et on a fait beaucoup de sessions après de présentation et de formation pour bien comprendre ça. Et ce groupe-là s'est fait accompagner par plusieurs personnes. On n'a pas voulu avoir juste une inspiration, mais donc on a eu la Lou, on a eu la Fabrique Spinoza, on a eu l'Université du Nou qui sont à chaque fois des gens qui ont déjà réfléchi à ces choses-là, qui nous ont accompagnés pour créer le bon modèle qui nous correspondait bien. Voilà. Et maintenant, ensuite, on a des gens qui sont garants que ce modèle-là soit appliqué. Donc, dans notre modèle, il y a des gens qui s'appellent le Process Committee, et qui sont des gens qui s'assurent que le process de gouvernance est respecté. Et quand des gens ont des questions sur comment je prends cette décision, ils sont aussi support pour les accompagner. Ok. Ça a été quoi les sujets de débat? C'est-à-dire dans ce qu'ils ont présenté, il y a peut-être eu des évolutions et tout n'a pas été voté exactement de cette manière-là. Ça a été quoi les sujets, notamment les sujets clés et les grosses discussions? Ouais. Alors, il y a déjà un des sujets qui est la philosophie globale et est-ce que tu vas plus vers le collectif ou vers l'entrepreneurial? Donc, nous, on a choisi la philosophie très entrepreneuriale puisque le principe de sollicitation d'avis, c'est que c'est une personne sur une décision qui prend la décision, qui sollicite les avis, mais elle est pas obligée de prendre la décision. Enfin, elle est pas obligée de suivre les avis. Et après, il y a une possibilité de rentrer en conflit avec sa décision. Il y a d'autres organisations qui choisissent plus des modèles qu'on appelle de gestion par consentement où c'est un peu plus collectif. Voilà, donc nous déjà, je pense que le premier sujet, ça a été quel modèle on choisit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a eu l'occasion, et maintenant on le connaît bien, de rencontrer Frédéric Laloux, je crois 3 jours avant que le groupe mandaté prenne 3 jours pour bosser sur le truc. Et lui, c'est vraiment sa réponse à tout. C'est toujours sollicitation d'avis. Donc, je pense que ça a un peu orienté. Et moi, j'en suis très contente parce que je pense que vraiment l'ADN de Make Sense, c'est de dire, c'est des individus qui se lancent et vaut mieux demander pardon après que demander trop la permission. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. Et après, il y a le second sujet qui était jusqu'où tu étends ce modèle un peu où tout le monde peut prendre une décision, et notamment le sujet des salaires, qui est quand même en fait toujours le sujet le plus touchy dans une organisation. Et donc nous aujourd'hui, les salaires, alors on est dans ce qu'on appelle l'autodétermination des salaires. Ça veut pas du tout dire que les gens se réveillent un matin en disant moi je vais être payé X ou Y Z et puis qu'ils le décident comme ça. Donc on a tout un process qui est encadré avec une grille, etc. Mais à la fin de la c'est quand même la personne qui décide de son niveau de salaire. Mais il y a une grille avec plusieurs variables. Et puis, il y a un temps où tu réunis tes plus proches collaborateurs pour échanger sur ton niveau de salaire. Il y a un comité qui se réunit tous les deux fois par an pour valider ou non. Mais à la fin, même si le comité dit non, la personne peut quand même dire oui, tout le monde m'a dit non, mais moi, j'estime que je le mérite, donc je le fais. Mais c'est rattaché à une valeur hyper forte de Make Sense qui est tu es autant libre que tu es responsable. Donc oui, tu peux tu peux augmenter ton salaire. Après, ça va avec des responsabilités et du coup, ce qu'on voit, c'est que quand même globalement, collectivement, personne n'outrepasse les cadres qui sont fixés, mais c'est une possibilité. Et je pense que d'ouvrir ça au sujet des salaires,
c'est ce qui a pris peut-être le plus de temps parce que c'est quand même là que c'est le plus tendu, quoi. Deux questions par rapport à ça. Comment tu gères, parce que t'as des personnes qui à l'inverse vont se sous-évaluer dans une organisation, ce qui est très problématique. Du coup, il y a des gens qui vont beaucoup se donner et finalement pas donner le salaire qu'ils se méritent. Est-ce qu'à des moments, du coup, le reste de l'organisation vient l'inciter à se dire, bah écoute, faudrait que tu te donnes un peu plus de confort parce qu'aujourd'hui, ce que t'amènes à la structure, ça vaut ça. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, à l'inverse, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont décidé de trop se payer à un moment et que ça pose une problématique au reste de l'organisation, et du coup, comment ça s'est géré? Est-ce que t'en reviens toujours à la responsabilisation, ou du coup, enfin voilà, est-ce qu'il y a un petit comité qui se monte pour aller expliquer ça à la personne? Enfin voilà, comment vous traitez concrètement? Alors sur la première question, oui, il y a toujours des gens comme ça. Après, ce qui est, enfin nous, on a une grille où t'as plusieurs variables, t'as ton autonomie, t'as ce que t'apportes à la structure, t'as ta compétence métier, etc. Donc, et à chaque fois, on a vraiment travaillé des critères, etc. Donc, et tous les 6 mois ou tous les ans, tu peux réunir ce qu'on appelle ton comité de développement, où tu réunis les gens avec qui tu travailles, et puis tu fais le point sur là où t'en es, là où t'as envie d'aller, et ton salaire. Et à ce moment-là, en effet, c'est les gens te font des feedbacks et potentiellement on peut dire, oui, on estime que tu peux passer. En fait, ce que ça permet aussi, c'est que ça organise et ça objectivise le fait de passer un niveau. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus facile de demander une augmentation parce que c'est pas, je dois aller voir mon boss et je dois lui dire, mais est-ce que je demande 1000, est-ce que je demande 2000? Enfin, en fait, là, le process, je pense, rend les gens à l'aise, ceux qui seraient pas à l'aise avec une augmentation, parce que c'est factuel, en fait. Ouais, t'as une grille. Et notamment, enfin, on le voit, les femmes demandent beaucoup moins d'augmentation que les hommes. Là, chez nous, c'est pas du tout un sujet. Bon, en plus, on est plus de femmes, mais parce qu'en fait, c'est clair, c'est précis, et ça laisse pas trop de place à l'émotion, en fait. Ce qui est, je pense, un des gros problèmes dans les prises de décision, c'est l'émotion et les leaderships invisibles. Donc voilà. Et après, donc en effet, il y a soit les gens qui vont estimer qu'ils doivent passer un niveau et qui, leur comité de développement dit, en vrai, on estime que tu es pas trop, tu es pas encore, donc on te recommande de demander dans 6 mois. Le comité final dit ça aussi. Mais il y a des gens qui ont eu besoin plus parce que pour la confiance en eux, pour se dire je suis en train d'aller à ce niveau. Souvent, il y a des gens qui peuvent passer le niveau un peu avant. Après, ce qui se passe, c'est que du coup, ils restent à ce niveau-là et ils passent pas au niveau d'après. Enfin, tu vois, il y a eu des anticipations. Après, du coup, nous, on a eu là, l'an dernier, on a eu plus de 30% de masse salariale et qui était un petit peu dû à l'augmentation du nombre de personnes, mais c'est beaucoup parce que beaucoup de gens ont en même temps passé un niveau. Donc voilà. Après, moi, je suis plus responsable chez Make Sense du BizDev, donc en fait, de ramener l'argent pour payer cette augmentation salariale, on en a aussi profité pour faire de la pédagogie, de dire oui, on peut tous s'augmenter et c'est bien, mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit il faut vendre des missions plus chères, soit il faut accepter des missions un peu différentes. Enfin, c'est ça, soit il faut être un peu plus staffé. Enfin voilà, ça. Mais en fait, comme c'est chacun qui prend la décision, c'est collectif et c'est transparent, c'est pas un CEO derrière ou un directeur commercial qui se prend toute la pression. En fait, tu peux facilement dire, après, ça peut facilement orienter les décisions et collectivement, c'est beaucoup plus simple parce qu'on sait pourquoi collectivement on le fait pas. Et du coup, ça rejoint une autre question que j'avais sur la notion de budget, du coup, parce que forcément, la notion de salaire, c'est lié à un budget global. Aujourd'hui, pareil, c'est quelque chose qui est décidé collectivement, ce budget. Est-ce que tout le monde en a conscience? Tu parlais justement de cette augmentation de la masse salariale qui finalement a un impact plus global sur le budget. Du coup, tout le monde a la vision dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pilote en particulier, qui a la responsabilité de suivre des indicateurs et de donner de la visibilité à tout le monde? Ouais. Comment c'est géré cette partie-là? Ouais. Et du coup, ça m'amène à parler d'un autre pan important de notre modèle qui est on essaye au minimum de fonctionner avec des fonctions support centralisées. En fait, notre mode d'organisation aujourd'hui, c'est des équipes qu'on essaye de garder, c'est pas évident, mais entre 7 et 10 personnes qui sont vraiment des équipes métiers. Donc on a l'équipe de l'incubateur, on a l'équipe des programmes d'accompagnement à la communauté, on a l'équipe média, enfin voilà, on a des petites équipes métiers donc qui sont vraiment réunies parce qu'elles ont des activités en commun. Et en fait, les BizDev, par exemple, il n'y a pas une équipe de BizDev, il n'y a pas une équipe RH, mais il y a à l'intérieur de chaque équipe un BizDev, donc qui est très connecté à son équipe, un référent RH et un référent budget. Et après, pour les sujets budget, on a quand même une équipe admin, mais du coup, le DAF, c'est pas lui qui fait les budgets pour toutes les équipes. Lui, il outille les différents référents budget pour que chaque référent budget fasse son budget et après, il se charge de le consolider, de faire ce qu'il faut. Ce qui fait que du coup, les budgets, ils sont vraiment décidés au plus proche des équipes et du coup,
que chaque équipe a son propre compte de résultats. Et après, on réfléchit s'il y a des besoins d'investissement un peu transverses, quels sont les flux entre les différentes équipes, ce qui est très important. Mais voilà. Et donc, du coup, en autonomisant aussi des petites équipes, tu rends toutes les décisions beaucoup plus fluides, en fait, parce que, c'est aussi, le bizdev qui est dans l'équipe avec le respo budget, ils se mettent d'accord. Je te dis ça, c'est la théorie. Après, dans les faits, et c'est un autre point, c'est que plus tu veux aller vers des modèles comme ça décentralisés, plus ça demande en fait que les gens soient formés et accompagnés ou soient seniors, parce que en fait c'est un peu plus challenging pour les personnes que juste d'être à un endroit et puis de se dire toutes les décisions seront prises par mon chef, donc voilà. Donc t'as un enjeu d'autonomie et de formation qui est important. C'est la difficulté majeure de ce modèle aujourd'hui que vous rencontrez, c'est le fait qu'il faut des gens finalement qui soient en capacité de gérer finalement l'exigence de ce modèle. C'est ça la principale difficulté, ou t'en vois d'autres aujourd'hui? Je vois cette difficulté-là qui est en effet oui, il faut des gens qui acceptent déjà ce jeu, parce que t'as forcément un peu parfois plusieurs casquettes, et qui soient en mesure, piloter un budget, c'est quand même pas donné à tout le monde, donc voilà, qui se forment à ça. Je vois un autre enjeu qui est l'enjeu de l'investissement et potentiellement de la croissance rapide. De l'investissement / innovation, c'est-à-dire qu'en fait ce modèle-là, je pense qu'il est très très bien pour faire du run et quand tu as ton activité. Et là, ce sur quoi on est en train de réfléchir, c'est quand à un moment tu as un besoin d'investir rapidement et d'aller vite pour délivrer une innovation. Mais en fait, ce modèle-là, il peut créer un peu d'inertie sur l'innovation parce que en fait, t'es en petite équipe, t'as aussi d'autres casquettes, etc. Donc là, on réfléchit, est-ce qu'on crée pas à un moment des possibilités de sortir un peu de ça et de se dire, OK, on permet à 3-4 personnes d'être 100% focus sur un truc sans avoir un référent budget, sans avoir un ci, sans avoir un ça, pour délivrer quelque chose. Et si jamais, en plus, c'est reconnu comme un investissement nécessaire à tout le monde, parce que dans la vision court terme, c'est ça, comment tu dégages du financement pour ça? Et je pense que là, aujourd'hui, on n'a pas encore réussi hyper bien à organiser le financement de l'innovation, c'est pour dire des grands mots, dans des modèles comme ça. Mais là, du coup, on est en train de piloter une semi-réorganisation pour pouvoir permettre ça. Donc t'as une forme de latence en fait créée par cette organisation, et du coup sur certains sujets où tu dois aller un peu plus vite, il faut peut-être avoir une organisation un peu plus. Ok. Est-ce que tu peux expliquer l'impact que ça a eu sur votre croissance? Est-ce que versus un modèle qui aurait été peut-être plus vertical, est-ce que tu penses que ça vous a permis d'accélérer? Est-ce que finalement c'est assez équivalent, mais simplement le cadre est plus agréable et puis c'est plus en phase avec les valeurs de tout le monde? Enfin, tu vois, comment vous arrivez à mesurer l'impact de cette gouvernance et de cette organisation sur votre croissance? Je sais pas si ça nous permet d'accélérer vraiment, parce que justement ce que je viens de dire, c'est que, je pense qu'à des moments, si tu veux accélérer et être focus sur un unique truc, en fait, d'avoir une structure hyper verticale, tu vas plus vite, ça c'est sûr. Par contre, ça nous a apporté beaucoup de résilience. Et là, on l'a vu pendant la crise Covid, etc. On a développé 3-4 innovations. Alors là, pour le coup, en 3-4 jours. Mais ça marchait parce qu'on était décentralisé et que les gens étaient autonomes. Donc, on a monté toute une TV en ligne pour basculer tous nos événements en ligne. On a monté des programmes de solidarité hyper rapides pour engager 10 000 personnes. Et ça, on n'aurait pas pu si c'était centralisé parce que en fait, si quelqu'un avait décidé ça et le temps que ça redescende, en plus les gens en confinement auraient pas été hyper engagés. Enfin bref. Donc résilience, je pense, et du coup quand même innovation. Contrairement c'est paradoxal à ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que par contre pour créer des nouvelles idées, ouvrir des espaces où les gens vont pouvoir tester des choses, c'est hyper pertinent. Après, pour les accélérer, je pense qu'il faut créer un truc un petit peu différent. Mais moi, je dirais innovation, résilience, et après, en fait, l'engagement des gens et la rétention entre guillemets. Les gens restent quand même longtemps chez nous, et je sais pas si on accélère, mais je pense que du coup on est efficient parce que les gens sont quand même très très engagés dans ce qu'ils font, quoi. Ouais. Non, mais c'est ce qui m'intéressait. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on voit plus notre métier comme essayer de maîtriser la croissance et plutôt de poser des bases solides, plutôt que de chercher de la croissance à tout prix. Donc, c'est intéressant ton modèle parce qu'à un moment, tu prends peut-être un petit peu plus de temps, mais en fait, un petit peu plus de temps, si c'est pour durer 20 ou 30 ans de plus, finalement aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de faire du business durable. Et donc, finalement, à la base, c'est d'avoir une organisation qui soit pérenne aussi, et c'est ce que tu développes, donc c'est hyper
hyper intéressant. Juste, je voudrais revenir à un petit sujet très pragmatique pour les gens qui vont écouter. Comment vous l'avez formalisé ce modèle et où est-ce qu'il est disponible? Enfin voilà, comment ça a été fait? On l'a formalisé dans des slides qui expliquent tout, et après on en a fait parce qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui nous disent comment vous êtes organisé Make Sense. Donc on a fait des vidéos, des articles, on pourra mettre si vous voulez dans le podcast. Donc ça c'est l'explication du modèle. Et après nous, en fait le modèle il est aussi beaucoup basé sur de la transparence, et donc on a créé des outils pour chacun des sujets. Donc par exemple sur ce sujet de sollicitation d'avis, t'as les sollicitations d'avis du quotidien où quand tu prends quand tu prends l'avis de 2 collègues sur comment tu organises ton projet, tu le fais tranquille. Tu as les sollicitations d'avis un peu plus structurantes sur l'orga. Et donc là, on a un outil qu'on a fait sur Airtable pour que toutes les sollicitations d'avis en cours, validées et passées soient visibles. Et donc, en fait, tu as des dashboards où tu as la sollicitation d'avis, qui la prend, quels sont les différents avis, la décision finale. Pareil pour les salaires, du coup pour que chacun puisse s'évaluer sur la grille, on a fait toute une grille où tu peux calculer. Voilà, ça demande un peu de créer des outils et de les entretenir, parce qu'en fait un des enjeux de la transparence, c'est pas tant de vouloir dire les choses que d'organiser l'information. Et avant tout ça, moi on me disait souvent mais on n'est pas au courant des trucs, mais c'est pas transparent. Mais j'avais envie de dire ouais, mais en fait moi je cherche pas à cacher, c'est juste qu'en fait je vais pas écrire à chaque fois qu'il se passe un truc en fait. Et donc voilà, créer un peu ces outils qui soient simples d'usage pour permettre la transparence, c'est important. Ok. Et du coup, alors parce que Make Sense finalement c'est une organisation mais qui en aide beaucoup d'autres, comme tu l'expliquais un peu dans le modèle. Comment vous redescendez ça au niveau des boîtes, soit que vous financez, soit que vous accompagnez? En plus, vous avez des tailles de boîtes très différentes, donc ça rejoint aussi une autre question à laquelle j'aimerais bien avoir ta vision. Mais est-ce que ce modèle il est adaptable à tout type de société? Tout type de taille, enfin voilà. Et donc les 2 questions, c'est vraiment comment vous le redescendez sur les autres projets hors Make Sense, et est-ce que ça s'adapte vraiment partout? Alors comment on le redescend? Du coup on a créé, on explique notre modèle, on a créé pas mal de formations c'est des outils en fait sur comment quand tu montes ta boîte, tu penses les valeurs de ton entreprise. Parfois, souvent, c'est les 2 fondateurs, pendant 1 heure, ils se disent, alors oui, on va dire bienveillance, responsabilité, confiance. En fait, non, ça, c'est pas des valeurs. Donc, on a créé notamment avec une boîte qui s'appelle Fly the Nest, on a créé des formats d'ateliers, etc., pour que, les entrepreneurs puissent eux-mêmes définir leurs valeurs de façon adaptée. Des outils pour créer ces stratégies pour terme, moyen terme, long terme, etc. On les accompagne aussi à le faire. Et après, on a aussi des accompagnements pour des boîtes plus grandes qui n'ont pas encore mis ça en place et qui veulent tendre vers ça. Tout l'enjeu étant de pas tout faire d'un coup, parce qu'on voit des boîtes qui se crachent complètement parce que d'un coup, elles se disent on était verticaux, on va passer hyper horizontaux, ils mélangent un peu tout. Et non, en fait, c'est des plans qu'il faut faire sur plusieurs années parce que, comme je disais, tu as un enjeu culturel qui est assez fort. Donc voilà. Et après, moi, c'est un point tout le temps dans tous les accompagnements qu'on fait ou là dans les boîtes dans lesquelles on a investi, sur lesquelles je suis hyper vigilante sur la construction d'un leadership collectif, quoi. Et après, je pense qu'en fait, c'est à chaque entreprise de créer son modèle. Je pense qu'il y a des principes fondamentaux de base où je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher dans des entreprises. D'autant que le livre de Frédéric Laloux, vraiment, il a pris 20 exemples qui sont des organisations opales selon lui. Et il y a autant une entreprise de service à la personne et d'infirmière que des industries de la tomate, de la voiture aux États-Unis, que Patagonia. Enfin, c'est très, très divers et donc ça dépend pas non plus d'un métier. Et du coup, pour moi, les fondements, c'est la confiance et la responsabilisation, c'est le leadership collectif, c'est la processisation des prises de décision. Enfin, tu vois, voilà, t'as un certain nombre de principes. Et après, oui, t'as plein de façons de les incarner et chacun peut le faire différemment, mais je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde. Ok. Parce que une des difficultés que je vois, et on va terminer d'ailleurs là-dessus, c'est que effectivement ce modèle vous l'appliquez dans une organisation plutôt associative, enfin en tout cas où il y a peut-être pas de notion d'investissement à la base, enfin de personnes qui ont mis de l'argent, hein, par contre du temps, de l'énergie et tout évidemment. Mais c'est vrai que du coup je me questionne beaucoup sur dès l'instant où tu rentres dans un modèle où il y a quelqu'un qui a mis l'argent, on est toujours dans cette logique où tu mets l'argent, finalement t'as le pouvoir et donc du coup c'est difficile de retrouver ce côté très horizontal et finalement de partager ça. Enfin, alors, je dis pas
pas que c'est impossible. Enfin, nous, je pense que typiquement, on essaye de travailler aussi sur quelque chose de très horizontal. Mais mine de rien, c'est plus complexe à mon sens dès l'instant où il y a un enjeu d'investissement et de sortie d'argent que vous avez peut-être moins au niveau de Make Sense. Je pense qu'il y a plusieurs réponses. C'est que, bon, déjà, c'est sûr que de se transformer là-dedans, si tes investisseurs, ils sont pas OK, souvent, ça se passe mal. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous montez votre boîte et que vous nous écoutez, choisissez bien vos investisseurs, et si vous avez envie d'aller vers ça, c'est des choses qu'il faut placer un peu au début. Ça veut pas dire que vous devez avoir le modèle tout prêt, mais limite, il faut même engager les investisseurs dans la construction du modèle. Ou alors, si vous avez des investisseurs, il faut faire de la pédagogie, et je pense qu'il y a de plus en plus d'exemples, et il faudrait en écrire, mais des cas qui montrent que ça crée des boîtes plus résilientes et plus performantes, en fait, de travailler comme ça. Et après, alors moi, dans le syndicat des entreprises sociales qui s'appelle le Impact France, on travaille sur 4 piliers de qu'est-ce que vraiment pour avoir des entreprises engagées. Et donc il y a l'impact social, il y a l'impact environnemental. Donc ça, c'est 2 piliers sur les 4. Et les 2 autres piliers fondamentaux, c'est le partage du pouvoir et le partage de la richesse. Et en fait, je pense que on oublie trop souvent ça, et que oui, en fait, si on veut aller vers des modèles de société, des modèles d'entreprise qui sont plus responsables et qui sont plus respectueux des hommes, des femmes de la planète, le partage du pouvoir et le partage de la richesse, il est tout aussi important que l'objet même de l'entreprise, en fait. Donc voilà. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème, et oui, je pense que la clé, c'est quand même de s'entourer de gens qui partagent cette vision et qui vont avoir envie de vous entourer là-dessus, et pas de mettre des bâtons dans les roues. Ok, super. Écoute, c'était hyper riche, je pense qu'on pourrait en discuter des heures. D'ailleurs, on poursuivra à ta prochaine venue sur Toulouse. Pour juste clôturer, est-ce que tu pourrais livrer 1 ou 2 conseils à nos auditeurs, et puis enchaîner, je te laisse après conclure aussi avec un mot final. Ça marche. Du coup, un des conseils que je viens d'évoquer, qui est en fait, je pense que les personnes, quand on monte une boîte, les personnes qu'on met dans son entreprise, que ce soit ses associés, que ce soit ses premiers collaborateurs, que ce soit ses investisseurs, c'est absolument fondamental. Et je pense que parfois on veut aller vite, alors on veut lever vite, on veut recruter vite, etc. Et on fait des erreurs qui en fait nous font perdre tellement de temps après, que moi, mon grand conseil, ça serait choisissez bien avec qui vous vous entourez à tous les niveaux, même des fournisseurs. Les valeurs ne font pas tout, mais les valeurs sont quand même hyper nécessaires aussi pour être sûr qu'on est aligné sur quelque chose. Et en plus, au-delà de la réussite de l'entreprise, je pense que c'est aussi ce qui fait le plaisir de travailler au quotidien. Et je pense qu'il faut, on monte pas des entreprises, et on monte encore moins des entreprises engagées pour souffrir au quotidien. Donc ça me paraît être fondamental. Génial. Voilà pour moi. Merci, c'était vraiment hyper riche. On était vraiment ravis de t'avoir. Et puis, écoute, on te réaccueille très très vite à Toulouse avec un immense plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci Alizé. à vous. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à votre famille, vos amis, vos collègues, et nous suivre sur les réseaux sociaux Eclipse Podcast sur LinkedIn et Instagram. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.